les contraintes budgétaires. Vous n'êtes pour la plupart d'entre vous pas des économistes et les souvenirs de finances publiques sont souvent bien loin. Pourtant, vous le savez aussi, dès lors qu'on aborde, et c'est le cas en culture générale, souvent des questions qui touchent à l'action publique, à la capacité de l'État d'intervenir pour régler tel ou tel problème, on bute sur la fameuse contrainte budgétaire. L'élément le plus emblématique aujourd'hui de cette contrainte, c'est les fameux 3% de déficit public qu'il faut respecter pour les pays membres de la zone euro sur le fondement du traité de Maastricht. Tout ça reste généralement un peu flou pour vous et je souhaitais juste prendre quelques minutes pour reposer les choses. Qu'en est-il exactement de cette contrainte budgétaire? Voilà. Bien sûr, généralement, dans une copie, vous n'aurez pas à détailler tout ce que je vais vous dire, mais peut-être que vous pouvez montrer, après avoir écouté notre petit exposé, exactement que vous savez de quoi il en retourne, qu'est-ce qui agit, qu'est-ce qui est en cause sur tel aspect de la contrainte budgétaire. En fait, cette contrainte budgétaire, je dirais qu'elle a deux fondements. Elle repose sur deux raisons. La première, ce sont des faits, des chiffres, une réalité face à laquelle nous sommes. Et la deuxième touche plus au débat théorique, à la théorie économique. Voilà, les idées. Je commencerai par les faits. La contrainte budgétaire, aujourd'hui, repose finalement sur deux types de faits, deux types de réalités. Premier fait, nous sommes dans une situation, c'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour l'essentiel des grandes démocraties occidentales, pas seulement en Europe, c'est aussi vrai des États-Unis, du Canada, encore plus vrai du Japon. Nos États sont très endettés. Donc nous avons déjà un niveau de dette publique qui est très élevé. Dans un pays comme la France, qui est loin d'être le seul dans son cas, la dette publique représente 90% de la richesse nationale, c'est-à-dire du produit intérieur brut, le PIB. La dette publique, c'est l'ensemble des déficits qui ont été accumulés au cours des années. Et encore aujourd'hui, chaque année, nous avons un déficit public, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses publiques, qui est de l'ordre de 3 à 4% du PIB. Vous savez que les gouvernements français successifs essayent de respecter la règle des 3% maximum de déficit imposé par Maastricht, mais que c'est difficile. Donc, endettement public important, 90% du PIB, déficit public chaque année qui vient s'ajouter, qui est supérieur à 3%, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et on ne peut pas, on considère qu'à terme, la dette publique risque de ne pas être soutenable. Voilà. Donc, il faut limiter l'endettement public, il faut donc dépenser moins. Voilà, il faut en tout cas, c'est comme ça que s'exerce la contrainte budgétaire. Voilà, ce sont des faits, ce sont des chiffres. Deuxième élément de ces faits, le traité de Maastricht précisément. C'est-à-dire que non seulement nous sommes face à une contrainte économique, on vient de le dire, on peut pas, il y a un risque que la dette publique devienne insoutenable, mais aussi face à une contrainte juridique, puisque nous avons signé un traité qui nous impose de limiter le déficit public à 3% du PIB et de limiter la dette publique à 60% du PIB. Faute de quoi, nous sommes en infraction par rapport à des règles, les règles du traité, et ça peut ouvrir la voie à des sanctions qui peuvent être adoptées vis-à-vis de l'État membre, membre de la zone euro, qui ne respecterait pas les critères de Maastricht. Alors, on n'est pas là pour faire un cours d'économie. Je voudrais simplement vous rappeler que, effectivement, le respect de règles de limitation des déficits publics et de la dette publique, de règles en matière de finances publiques, a été considéré comme nécessaire pour assurer la stabilité de la monnaie qui est l'euro. C'est donc le fait d'avoir l'euro comme monnaie qui impose aux États membres de respecter ces règles, faute de quoi on pense qu'une monnaie qui serait constituée d'États trop endettés aurait des problèmes de stabilité. Il y aurait des problèmes de stabilité de la zone euro. Voilà.
On met souvent en avant le traité de Maastricht, c'est 3%, mais vous l'avez bien compris avec ce qu'on a dit au début, même si on n'avait pas la contrainte juridique, il y a quand même la contrainte économique du niveau d'endettement que nous avons atteint. Maastricht ou pas Maastricht, euro ou pas euro, c'est une réalité que depuis la fin des années 1970, nous sommes, depuis le deuxième choc pétrolier, depuis ce qu'on appelle la crise finalement économique et sociale, nous sommes en déficit public chaque année, depuis la fin des années 70, donc depuis près de 40 ans. Je vais maintenant aux arguments théoriques. Au niveau des idées, il y a aussi des gens qui considèrent qu'il faut limiter les déficits publics, indépendamment des réalités. Même s'il n'y avait pas de contraintes réelles, il y a un débat au niveau des idées. En fait, ce débat, il est simple, il remonte aux années 70 et au fait que les idées keynésiennes, les idées de M. Keynes, J.M. Keynes, le grand économiste finalement qui avait beaucoup réfléchi sur les solutions à la crise de 1929, ces idées ont été contestées. C'était les idées économiques dominantes, elles ont été contestées par le retour des idées néolibérales, des idées de ce qu'on appelle les économistes classiques. Et en fait, il y a deux choses qui sont contestées. D'abord, Keynes considère que l'État peut être amené à faire du déficit public pour relancer l'économie en période de récession, en période de crise. Donc on considère que le déficit n'est pas un mal, ça peut être un instrument de relance de l'économie. Or, on a vu, après les crises des années 70 et de chocs pétroliers, que l'efficacité de ces politiques de relance économique, on parle de celle de 1981, là, qui est la dernière grande relance en France dans le polycopier, l'efficacité de ces politiques n'était plus présente. Donc les économistes libéraux ont critiqué et ont fait bien constater que les politiques de relance de type keynésienne, avec du déficit budgétaire, étaient de moins en moins efficaces dans un cadre national. Pour être efficace, il faudrait peut-être que ça se fasse en coordination avec les autres pays et tout ça devient compliqué et ce n'est donc plus une décision souveraine d'un gouvernement national qui serait de relancer son économie. Ça, c'est pour ce qui est l'aspect déficit. Mais plus fondamentalement, les libéraux, les économistes classiques, les économistes libéraux, critiquent Keynes et sont redevenus, eux, l'école de pensée dominante par rapport à Keynes à partir des années 70, sur un sujet plus général qui est le rôle de l'État dans l'économie. Bien sûr, il y a cette affaire de relance budgétaire et de déficit public, mais plus globalement, Keynes considère que l'État a un rôle important à jouer dans le fonctionnement de l'économie au quotidien. L'État doit intervenir. On reste dans le cadre d'économie de marché. Il n'est pas question d'aller vers des systèmes collectivistes, type soviétique, d'inspiration communiste. Néanmoins, il considère que l'État a un rôle très important à jouer dans le fonctionnement de l'économie. Au-delà même simplement du fait parfois d'avoir à faire du déficit pour relancer l'économie. Or, les économistes libéraux considèrent traditionnellement que le système économique fonctionne mieux sans intervention, notamment de l'État, que le marché régule parfaitement l'économie et qu'il faut laisser librement s'ajuster l'offre et la demande. C'est pour ça qu'on les appelle les économistes libéraux, les tenants du libéralisme économique. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui, donc depuis la fin des années 70, dans cette situation un peu particulière. On en reparle bien sûr dans la fiche sur le libéralisme, où les idées économiques classiques sont redevenues les idées dominantes face aux idées keynésiennes, et donc qui considèrent que l'économie fonctionne mieux sans intervention de l'État, en tout cas avec une intervention très limitée, mais en même temps nous avons hérité des structures des Trente Glorieuses qui avaient été conçues sous inspiration keynésienne, c'est-à-dire avec une dépense publique très importante. En France, c'est plus de la moitié, 54% du PIB, donc de la richesse nationale, notamment du fait d'un État-providence très présent. Voilà, donc nous sommes un peu dans cette dualité aujourd'hui, forte contrainte budgétaire d'une part, une idéologie économique dominante libérale qui considère qu'il faut laisser fonctionner le marché et que l'État doit intervenir moins dans l'économie, mais dans le même temps, des structures économiques héritées des Trente Glorieuses
où les idées 45-75, où les idées keynésiennes étaient dominantes. Et voilà un petit peu la situation. Je voulais que ce soit clair pour vous lorsqu'on parle de contraintes budgétaires, de quoi parle-t-on, à quoi est-ce que ça tient. Au final, vous voyez donc que c'est une contrainte à la fois objective, nous sommes très endettés, une contrainte juridique, le traité de Maastricht, et qu'il y a aussi un aspect idéologique, théorique, sur le point de savoir si c'est bon ou pas d'avoir un État qui intervient beaucoup et qui s'endette ou qui se met en déficit. Et de ce point de vue, vous voyez que sur le plan des idées, la donne a changé depuis les années 70.